Jocelyne, donc je suis Jocelyne Brown. Donc Jocelyne est pédiatre. Elle est à la fois enseignante donc, à l'université Columbia et puis elle est directrice d'une unité aussi de pédiatrie. Jocelyne a suivi le master de médecine narrative à Columbia. Donc tu as travaillé, tissé ta pratique avec la médecine narrative. Ça a coloré, j'imagine, ta pratique de pédiatrie. Et on est enchanté de te citer. Et tu vas nous parler aujourd'hui d'un sujet qui va être central dans la matinée, comment adresser les biais implicites avec la médecine narrative. Merci. Merci. Bonjour. Je parle en français. C'est tellement sympa. En fait, je suis française au départ. À l'arrivée, on ne sait plus se connaît, mais c'est pas grave. Je voudrais d'abord remercier toutes les deux. Je remercie Isabelle que j'avais rencontrée il y a quelques années. C'était avant Covid, tout est avant et après Covid maintenant. En fait, je suis à Paris, ça se termine pour 3 mois pour un Fulbright. Les gens disent qu'est-ce que c'est une Fulbright? Alors c'est un Erasmus pour seniors. Si quelqu'un veut se former. Et en fait, je suis venue pour travailler avec la Maison des femmes de Saint-Denis. Est-ce que les gens en sont habitués? Oui. Pour travailler donc à la Maison des femmes de Saint-Denis sur comment prendre en charge les enfants victimes de violences conjugales, parce que ça fait à peu près 30 ans que je me porte sur ce sujet, mais aussi pour essayer de connecter avec les gens qui font de la médecine narrative en France. Et je dois dire que je suis à la fin de mon séjour et j'étais absolument ravie. J'ai rencontré Véronique. Je crois que c'était Catherine Rogers qui nous a mis en contact. Et ce que je disais en fait à Isabelle, ou je disais à Véronique, c'est que c'est se rencontrer dans des pays différents et se rendre compte même avec des cultures différentes, des systèmes de santé différents, on arrive aux mêmes conclusions. Quand on s'est parlé, Véronique, il y a 3 mois, elle a dit « La médecine narrative m'a transformée ». Je sais exactement ce qui s'est passé avec moi, la médecine narrative m'a transformée. J'ai toujours un problème quand on dit « Qu'est-ce que c'est la médecine narrative ?» Je crois qu'on essaie tous de la définir un petit peu. Ce qui est bien, j'ai eu... Quand j'ai commencé quelques temps. Alors, un jour, j'ai entendu Rita Sharon, qui est donc à mon université, qui forme les étudiants en médecine. Elle donnait une conférence et elle a décrit la médecine narrative. Et je suis donc pédiatre de maltraitance. Et quand elle a décrit ce qu'était la médecine narrative, de prendre le temps d'écouter le malade, d'écouter les patients, je me suis dit, mais c'est ça que je fais en médecine de maltraitance. Le diagnostic de la maltraitance, c'est 80% dans l'anamnèse, ou dans les examens complémentaires. Donc, c'est pour ça que je suis venue en médecine narrative. J'ai pris mon temps, c'est un temps pour faire le master, parce que c'est 1 an, 2 ans. Et j'ai donc terminé au mois de mai cette année. Je suis toute nouvelle comme vous. Et donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un travail qu'on a fait avec Rita Sharon et qu'on est donc en train de publier. Et je vais expliquer un petit peu comment ça va. Alors, je ne sais pas s'il y a eu le même mouvement en France qu'il y a eu chez nous aux États-Unis et qui se continue, qui a précédé Covid. Il y a eu tout, comme vous avez dû entendre, tous les problèmes de jeunes Afro-Américains qui étaient tués par la police, qui étaient très médiatisés, dont le plus important c'est l'un après l'autre, je regarde l'un, mais c'était surtout George Floyd qui a mobilisé tout le monde et qui a mis en évidence ce que tout le monde savait, mais je crois que quelquefois c'est nommer les choses, ce qui est tellement important. C'était vraiment le racisme. Et je sais, j'ai appris qu'on ne parle pas de race en France, mais je pense que les discriminations
et ça existe. Et bon, c'est la précarité où c'est les mêmes populations qui sont défavorisées. Mais ce qui s'est passé, c'est que entre George Floyd et ensuite Covid, il y a eu une exposition des discriminations sur certaines populations, en particulier les populations afro-américaines. Et il y a eu tout un mouvement soit de justice restaurative qui avait déjà commencé, mais d'abolition. L'abolition, c'est vraiment c'est ancré dans l'histoire de l'esclavage américaine avec les écrits de Frederick Douglass, et donc d'abolir le système carcéral. Angela Davis a écrit beaucoup là-dessus. Et donc, après donc ce mouvement d'abolition pour les prisons, c'est vraiment passé à la protection infantile. Alors chez vous, c'est l'ASE, je crois. Mais ce mouvement est porté donc par des communautés noires, surtout de mères afro-américaines dont les enfants ont été enlevés et mis en maison d'accueil. Mais ce mouvement a, si vous regardez, a vraiment gagné toute la protection infantile. Alors vous voyez, ça c'était, il sépare les enfants, alors ça c'était à l'époque de Trump, où il y avait les séparations des enfants au niveau de la bordure mexicaine, de la frontière mexicaine, où il y avait ACS, c'est Administration for Children's Services, c'est l'équivalent de l'ASE à New York. Et c'était encore une fois un groupe communautaire qui s'est organisé, qui ont décidé, nous aussi on sépare les enfants à la frontière à Harlem. Et ce qui fait que tout d'un coup, moi je me suis réveillée en 2020-2021 en disant c'est possible de faire ce travail de maltraitance en sachant consciemment qu'on fait des choix avec nos étudiants en médecine, avec nos urgentistes qui nous appellent en disant voilà, j'ai une famille qui est ici aux urgences, il y a une fracture, qu'est-ce que je dois faire? Si la famille est noire, on ne se demande jamais ce qu'il faut faire. On fait tous les examens complémentaires, on cherche parce qu'on est sûr qu'il y a de l'abus, et puis ensuite on fait un signalement, comme vous faites ici les signalements, l'enfant est enlevé, la mère est arrêtée, on ne pense pas deux fois, mais quand une famille ou blanche ou de middle class, de classe moyenne, on commence à réfléchir et ça pose problème. Donc moi j'ai dit que je ne peux plus faire ça, ce qui fait que, et c'était justement dans la médecine narrative, il y a eu un mouvement quand même de social justice qui a commencé à émerger, et qui commence à émerger avec le mouvement de la médecine narrative. Et on vient d'écrire avec ma collègue Sayantani Dasgupta, qui est de l'Académie, un article dans le Lancet qui doit sortir ce mois-ci, sur comment avoir une vue abolitionniste de la protection infantile. Ça ne veut pas dire qu'on détruit tout, mais ça veut dire, comme Myriam Kaba et Angela Davis, qu'on reprend les choses et qu'on transforme les choses en se servant en particulier des communautés. Alors, j'ai été voir mon patron et j'ai dit je vais continuer à faire ce travail. Et on m'a donné un peu d'argent, pas beaucoup, alors c'est toujours un problème quand on ne vous donne pas assez pour faire bien, mais suffisamment pour faire. Mais en tous les cas, ça m'a convaincu qu'il fallait faire ce travail. Alors, Michel, alors l'autre chose qui s'est passée aussi, c'est ce qu'a exposé Covid. Alors Covid, je ne sais pas comment ça s'est passé en France, mais c'est une étude expérimentale. L'avant et l'après, il y a des choses comme ça qui se passent historiquement, où on peut se rendre compte que les choses ont changé. On ne peut plus rester neutre en tant que société en disant les choses ont changé. Je crois que ça a changé pour toutes les sociétés. Alors ce que ça a changé dans le sens de la maltraitance, c'est tout d'un coup on s'est rendu compte, premièrement, tout le monde avait prévu, je ne parle pas des violences conjugales qui ont effectivement augmenté, mais dans la maltraitance, on n'a pas vu, tout le monde a eu peur parce que on avait étudié l'allemand dans les écoles, etc. Tout le monde avait peur qu'on allait avoir une épidémie
d'enfants maltraités, mais on n'a pas vu une épidémie. Il y a eu des cas sévères, mais on n'a pas vu ce dont on attendait, c'est-à-dire plein d'enfants qui venaient aux urgences, qui étaient complètement maltraités. Pourquoi? Parce que durant le Covid aux États-Unis, on a donné à tout le monde de l'argent aux familles, pour les soutenir. Et finalement, quand on donne le basic needs, les besoins minimums aux gens, ils s'en sortent. Sans le fait inhumainement, ils s'en sortent pas. Donc la première chose, c'est que être pauvre, ce n'est pas se distinguer quand on fait des signalements en fréquence. Est-ce que c'est parce que vraiment les familles sont défavorisées parce qu'elles sont maltraitantes, elles abusent, elles sont cruelles, mais c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de se permettre les choses. Donc ça, c'était première chose. La maltraitance, c'est pas un. Donc si on est honnête les gens, on peut peut-être supprimer la maltraitance. C'est la culture, alors ça, je crois que vous en avez bien parlé, c'est clair, on a bien parlé, la culture à la vidéosurveillance, c'est-à-dire dans ces familles encore de maltraitance, surtout aux États-Unis, c'est qu'une fois qu'on fait des signalements, on surveille ces familles. On les surveille tout le temps, on va chez eux, on regarde s'il y a de la nourriture dans le frigidaire. Donc on est constamment, et surtout les familles afro-américaines, sont constamment surveillées par un système carcéral, enfin, qui est le système de protection infantile. Changer cette mentalité, on ne surveille plus, mais on s'occupe, c'est la culture du cœur. Et puis, surtout la façon, et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est les biais. C'est-à-dire se rendre compte qu'on fait certains choix, et je crois qu'on fait tout ça quand on est soigné. Il y a une littérature qui est quand même assez extensive sur comment on voit une femme qui arrive aux urgences. On a tendance à ne pas penser à un infarctus du myocarde parce que c'est une femme. Nous, c'est un petit peu les mêmes choses, mais dans la maltraitance, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur les facteurs de risque, de les voir d'une certaine manière, ou les percevoir d'une certaine manière. Il y a tout l'article qu'on écrit dans l'Ancêtre, c'est aussi l'idée du sauveur, c'est-à-dire on va sauver ces familles, parce qu'elles ne peuvent pas se sauver elles-mêmes au niveau s'organiser au niveau de la communauté, mais on arrive de l'extérieur pour les sauver dans notre bonne conscience middle class et blanche. Et aussi la parentalité, comment on voit comment des parents pauvres, on juge la parentalité, être bons parents, on utilise notre point de vue, encore une fois, le bien-pensant de classe moyenne. Et puis ce qu'on a appris, c'est comment, en fait, les gens s'organisent. Et les gens s'organisent au niveau communautaire. Next slide, please. Donc, la disproportionnalité, qu'est-ce qu'on sait de la disproportionnalité dans la maltraitance? Eh bien, par exemple, les Afro-Américains représentent 14% de la population, mais 23% des familles qui sont placées en famille d'accueil. Et le mot disproportionnalité, c'est vraiment un mot qui est utilisé dans la protection infantile en disant qu'ils sont les Afro-Américains et les Améro-Indiens sont aussi en représentation énorme par rapport aux familles blanches. Donc 5% d'enfants blancs sont placés avant 18 ans, en comparaison de 15% d'Améro-Indiens et 11% d'Afro-Américains. Ça, c'est évident. Alors, il y a, je ne le fais pas ici, mais beaucoup d'études, je ne sais pas s'il y a des pédiatres de maltraitants. Mario, voilà. Donc, on sait que, alors, vraiment beaucoup d'études qui montrent que ça soit Carole Jenny dans JAMA, elle a commencé à décrire ça, c'est-à-dire que quand un enfant arrive aux urgences, je pense que les enseignants, un enfant arrive aux urgences avec des gastro, des signes de vomissement, de diarrhée, si c'est une famille blanche qui ensemble, avec les deux parents, on ne pense pas, on le veut secouer. Et en fait, elle a écrit une très bonne la reprise d'une étude de dossier rétrospectif pour montrer que, en fait, on rate ces diagnostics dans les familles encore blanches qui sont ensemble. Ce qui, en fait, c'est on surévalue certaines populations en demandant des examens complémentaires, des radios, etc. Parce qu'on n'est pas convaincu, on est sûr qu'ils ont dû abuser. Mais en même temps, on ne traite pas d'autres familles. Donc, ça défavorise tout le monde, en fait.
Alors, quels sont les rapports entre le chemin de biais et l'évaluation, quels sont les parallèles avec l'évaluation de la maltraitance? C'est dans la maltraitance, quand on a tendance à être biaisé, quand il y a une grande ambiguïté diagnostique, donc c'est souvent le cas dans la maltraitance. Quand on est super, on fait les plus mauvais diagnostics en plein milieu de la nuit aux urgences, quand on n'a pas d'aide, quand on a beaucoup de cas, donc on a un volume, ça s'appelle la charge cognitive, qu'on n'a pas suffisamment d'informations, mais aussi quand on est tellement sûr de nous qu'on ne peut même pas imaginer qu'on puisse se tromper. C'est une femme qui vous arrive jamais encore comme ça. Alors, ce que j'ai découvert dans la médecine narrative, et qui, encore une fois, est parallèle avec comment adresser ces biais, et on devient... il faut plus, ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est pas une seule façon de devenir moins biaisé, il y en a beaucoup, mais la médecine narrative nous permet de prendre une pause. Hein, parce qu'on on réfléchit, c'est toute l'idée de close reading, de faire attention, on se pose, on attend. Et c'est ce qu'on fait au lieu de se précipiter en faisant des diagnostics. C'est une prise de conscience, c'est awareness. C'est vraiment la chose la plus importante dans les biais, c'est de prendre conscience que peut-être, et encore une fois, dans la médecine narrative, l'atelier nous permet d'écouter les autres, de prendre le temps, mais aussi d'avoir la perspective des autres. Quand vous avez, je crois que j'ai vu un atelier formidablement organisé lundi par toi, Isabelle, et plusieurs d'entre vous, qui étaient vraiment impressionnants. Mais c'est ça, vous voyez ça émerger, comment on se rend compte des choses en même. Et puis écoutez son corps. Alors moi je vais parler de ce qui s'est passé, mais quand c'est Merleau-Ponty, hein, c'est vrai que moi aussi quand j'étais médecin, je dis mais Merleau-Ponty, mais je comprends rien du tout. Et je me dis ah mais je comprends rien en anglais, alors je vais les prendre en français. Ça va aller. Rien compris encore. On n'est pas formé à ça, mais ça, j'ai écouté son corps quand on lit Merleau-Ponty, on comprend la médecine narrative, ça a été assez bien. Alors ça, c'était... je pense qu'il y a des secrets. Voilà. Non, alors ça, c'est pour... c'est notre emblème d'Hippocrate. Soigner parfois, soulager souvent, écouter toujours. Ça donne à réfléchir, mais c'est là où on va. Alors, une revue rapide des deux systèmes of view qui a été dans la littérature de la médecine narrative, qui, c'est encore au début, je disais hier soir, on a vraiment besoin de recherche, on a besoin de prouver, je crois qu'il faut mettre de la science derrière ça, on ne peut pas dire, il feels good, on fait un atelier à faire, il faut vraiment démontrer, parce qu'il faut convaincre les autres, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut montrer qu'on fait des études, parce qu'on fait la médecine narrative, parce qu'on a trouvé, donc on peut continuer et avoir des études. Donc, ça, c'est un peu le résultat de toutes ces études que vous connaissez sans doute, l'amélioration de la communication du travail en équipe, qui est vraiment très important. La réduction du burn-out, je crois ça commence à sortir, mais il faut encore plus d'études là-dessus. Je crois qu'on est tous savoir que vous utilisez le même mot, le burn-out, renforcement de l'empathie, meilleure écoute du malade, adoption de la perspective psychologique des autres. Ça, c'est toutes les études qui nous montrent que c'est ce que fait la médecine narrative.
Donc c'est l'émergence de l'utilisation de la médecine narrative en social justice. Alors il y a deux articles, si vous ne les connaissez pas, je serais ravie de vous les envoyer parce que ce n'est pas toujours d'accès assez facile. L'un c'est de Sharon et beaucoup d'autres collègues, où elle a fait un week-end de médecine narrative et elle a fait une étude de 6 mois plus tard et elle s'est focalisée sur les pratiques des textes, particulièrement sur la discrimination des auteurs afro-américains, qui ont montré qu'après 6 mois plus tard, donc peut-être ça pose des problèmes pour les murs, mais qui ont montré que les gens qui avaient participé à ce week-end avaient une meilleure conscience, une conscience raciale des choses. Et puis l'autre qui est aussi récent, avec Andrew et Hope, ce sont deux étudiantes qui étaient en fait qui terminaient leur master avec moi, qui sont maintenant en médecine North Carolina, qui ont écrit certains livres et qui se sont servis de la médecine narrative, du même principe, une conférence, des ateliers avec des Sharon, des Yancy, enfin des gens assez connus, et qui ont montré, pas pour les étudiants en médecine, mais pour la faculté, qui ont montré encore une fois qu'après tous ces workshops, la faculté est plus confortable pour parler des problèmes raciaux, pour avoir ces conversations, qui commencent à montrer qu'il y a donc un effet de la médecine narrative, donc c'est l'idée de social justice. Donc je me suis promenée avec, j'essayais de dire, alors moi j'étais convaincue qu'il fallait, c'était mon pratiquant, qu'il fallait en fait, qu'il fallait démontrer, comme je voulais démontrer qu'en faisant des ateliers au niveau des soignants, au niveau de l'hôpital et dans l'évaluation de la maltraitance, on pouvait contribuer à le bénéfice. Mais je voulais aussi le mesurer. C'est pas évident. Quels instruments choisir, comment faire ceci. Alors là, la chose qui je pense se passe un petit peu en France, c'est qu'il y a des trucs qui nous font tout le monde de faire la médecine. Quand moi j'ai annoncé que je voulais faire un groupe de faire la médecine narrative pour essayer de comprendre la meilleure approche de la maltraitance dans le département de pédiatrie, tout le monde m'a envoyé un email, elle m'a dit « Ah, je vais faire ça avec toi, je vais faire ça avec toi ». J'ai aucune idée de ce que j'allais faire. Alors ça, c'est pas... Je comprends que c'est pas important de ne pas savoir exactement comment on va faire les choses, que ça on découvre ça. Je crois que c'est aussi la médecine narrative, qu'on découvre les choses. C'est ça que c'est important d'avoir cette communauté. C'est important de savoir ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien, d'apprendre nos erreurs. Mais tout le monde est venu et j'ai dit bon ben voilà, je vais faire cette étude. Next, please. Donc on a formé une task force. Je ne sais pas si ça existe. Comment on dit task force en français? Souvent on dit task force. En tout cas, on comprend. Voilà. Bon. Donc on a fait une task force et on a des groupes, on avait des conférences chaque mois, on venait ensemble. On a amené on a éduqué, lorsqu'il y avait des soignants, des infirmières, des assistants sociaux, des psychologues, et tout dans l'hôpital, notre équipe de médecine de maltraitance. Et donc on les a éduqués sur ce que c'est la protection infantile, ce que c'est une investigation, etc. Et on a commencé à faire des ateliers. Alors, on a fait des ateliers et Rita Sharon. Donc, a voulu, au début, j'ai cherché un facilitateur, elle a dit eh ben non, je vais le faire. Ce qui était évidemment parfait. Donc, on a choisi, on a fait ça. On a donc, ça c'est le timeline, on a fait de l'information, et on a fait 6 workshops, et on a donné de l'argent. Je sais qu'il y a peut-être des gens ont des questions, comment on recrute les gens, c'est peut-être un problème un peu différent en France. Donc, on leur a donné $50 pour
pour participer. Waouh! On y revient. On y reviendra sur ça. Next, please. Et puis on a trouvé, donc on a fait des questionnaires. Alors on a fait donc, et donc ces études-là m'ont permis aussi d'engager une étudiante de santé publique, ce que je disais à Pierre hier, il faut se mettre avec une école de santé publique parce qu'ils aident, et qui était formidable, qui était en plus bilingue, elle était géniale. Et donc pour renvoyer les emails, pour envoyer tous les consentements, etc. Donc on a fait un questionnaire de base et suivi d'une questionnaire à 3 mois, plus des questions validatives, et on a fait donc 6 ateliers. On a choisi ces instruments, on peut revenir dessus, mais pour mesure, on n'a pas choisi le Harvard Implicit Test, que tout le monde connaît, il y a des problèmes avec ça, mais on a utilisé le Racial Argument Scale, qui mesure le biais explicite et le biais implicite. Et on a aussi mesuré une mesure de contexte culturel et l'empathie. Et puis on a fait un atelier, donc je pense que vous connaissez tous familier avec l'atelier. Je pense que tu as tellement bien vécu ça lundi. Donc on a fait ça. Malheureusement, je n'ai pas pu assister aux ateliers, alors j'étais vraiment pas contente parce qu'on ne peut pas influencer les gens pour ça, pour next. Et puis on a choisi les textes. Alors, je crois que ça c'est un débat. J'aimerais vraiment avoir ce débat avec vous. Comment on choisit les textes quand on va justement c'est les textes, etc. Donc on a choisi ça avec Rita, avec un mélange de. La première c'était un spirituel qui est assez connu dans la libération afro-américaine. Donc c'est la musique, et puis les autres, on a fait un mélange de prose, de poésie, d'auteurs femelles afro-américaines aussi, mais aussi blancs, on a actuellement un mélange de tout. Et Beth Reginald Wayne, c'était quelqu'un qui était en prison, qui était devenu écrivain, c'était quelque chose de assez intéressant. Et à la fin, moi j'ai changé, c'était un petit peu Robert Paul Scott, qui est un père qui est on a choisi les thèmes, alors c'était les thèmes de l'esclavage, mais aussi de la parentalité. Est-ce qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère? Qu'est-ce que c'est le père absent? Parce que c'est souvent ce qui se passe dans les familles afro-américaines. Next, please. Alors ça, je suis repartie, mais c'est assez grotesque et ça représente toutes les urgences. C'est Robert Colson qui a fait des caricatures. C'est une caricature de ceux qui viennent aux urgences. D'abord, il y a le chaos des urgences, mais il y a aussi le squelette, il y a des images afro-américaines que vous voyez qui sont représentées grotesquement, stéréotypiques comme des singes, pour justement évoquer le racisme qui se passe. Et je trouve que c'était assez évocateur de montrer. Next, please. Donc, on a choisi ça, alors on a demandé, écrivez, donc c'était aussi la question de quelle consigne choisir, détourner le regard ou non. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que malheureusement on avait une échantillon très petit. 12 parce que un des problèmes c'est que c'était difficile pour les soignants de se libérer dans la journée, même avec $50 à la fin. Ça ne s'est pas convaincu. C'était tout en virtuel aussi. Donc c'était assez difficile d'avoir des gens qui venaient. Au point de vue qualitatif, on pouvait dire ce que les gens ont dit, donc ce qui remet dans ce qu'on connaît de la médecine narrative, donc d'autres se rencontrent conscience avec la différence, même si on vient avec des assumptions différentes. Et au point de vue quantitatif,
malheureusement peu, il y a la chose tout dans la bonne direction, c'est-à-dire plus d'empathie, plus de reconnaissance culturelle de l'autre. Et la seule chose qui était vraiment bien, qui était statistiquement significative, c'était des sentiments positifs qui ont changé, donc le pré et l'après, sur les populations non blanches. Donc, une étude encourageante, avec une délimitation d'un échantillon petit. Est-ce qu'on aurait eu ces mêmes résultats si ça n'avait pas été Rita Sharon qui avait facilité? Bon, donc je vous ai une question. Et en fait, c'est voilà, la dernière. Tout comme pour un débat, comment on suit ça? Je pense qu'il y a ici plusieurs personnes qui sont intéressées dans les familles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les démarches à suivre pour se servir d'un outil narratif qui justement réduit l'insécurité de tout, de genre, de migrants, et comment, je pense, peut-être que c'est ça qu'on va parler là-dessus, mais comment on arrive à changer les institutions de façon à ce que on peut mettre moi j'ai un chemin qui est très positif, mais comment on arrive à, par exemple, institutionnaliser de la médecine, des ateliers pour tout le monde, que ça soit sur le focus du burn-out, le focus de la travailler en équipe, ou le focus de la discrimination, parce que tout ça, on gère ça, mais de façon à ce que ça soit institutionnalisé, que tout le monde puisse partir 2 heures, parce qu'ils n'ont pas resté jusqu'à 8 heures du soir, c'est possible de travailler beaucoup généralisé, très tard, mais dans leur lunch, comment on fait ça? Ça, c'est une question pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être ouvrir les questions au public et en même temps, parce qu'on a déjà pris un peu de retard, on va accueillir Marion à la table, parce que Marion, c'est directement, voilà, c'est ça. On va avoir directement aussi les retours de Marion. Peut-être qu'il y a une question déjà dans le public qui voudrait être formulée. Voilà. Bonjour, moi, Marion Silva, je suis enseignante en pharmacie ici à l'université, chercheur à l'INSERM au BPH, au Bordeaux-Portugal. Donc, je viens d'une école où ça, c'est. Non, on n'en parle pas. Donc, je suis très contente d'être là et d'en parler et de savoir qu'à Bordeaux, on ne se parle pas forcément entre les laboratoires, chose qui est regrettable. Peut-être qu'on commence doucement à se parler. Et je suis encore une fois merci de cette présentation. Et donc, je voulais juste savoir, parce que vous avez parlé de lundi, vous avez parlé d'autres choses qui se sont passées, mais ce qui est arrivé pour tout le monde, c'était un mail, en parlant de cette présentation aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres ateliers qui ont été mis en place? Qu'est-ce qui se passe en plus de cette mise au public peut-être d'aujourd'hui, plus maintenant? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors on n'entend pas les questions. On demande, j'essaie de faire le lien avec qu'est-ce qui est mis en place à Bordeaux dans le champ de la médecine narrative, sachant que la communication entre labos n'est pas forcément très efficiente et que ce sont des pratiques qui ne sont pas forcément répandues. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il y aura un temps de pause tout à l'heure et on va en parler. Moi, je suis à votre disposition tout aujourd'hui pour dire tout ce qu'on met en place. Oui, mais rapidement, lundi, il y avait un atelier pour les soignants du CHU, mais on ouvre cette année grâce à la Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux. Je regarde Maxime qui est là et grâce à qui, en fait, on a une captation de la matinée mais de toute la journée. Donc, on a ouvert donc, un atelier aux chercheurs en sciences humaines et sociales qui rejoignent donc, les soignants du CHU une fois par mois dans le cadre d'un atelier proposé en hybride, à la fois dans l'Institut de médecine intégrative et complémentaire du CHU et en visio. Donc, on est sur 2 espaces et on fait un atelier ensemble tous les mois. Donc, c'est pour découvrir la méthodologie de l'atelier, c'est vraiment une porte d'entrée. Mais on en discute plus amplement. Merci. On va peut-être revenir sur la communication de Jocelyne. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ou peut-être que. Ouais,
pas prendre la parole. Oui. Vous parlez d'écriture, de lecture pour les soignants. Je suis là j'ai vu dans le cadre de la médecine des ateliers d'écriture qui sont destinés aux personnes qui sont soignées. Je pense que oui. Tu as compris la question? On n'entend pas très bien. Je posais la question d'ateliers d'écriture qui ne sont pas destinés aux soignants, mais qui seraient créés pour les personnes soignées, pour les patients. Oui, des ateliers d'écriture en médecine narrative pour les patients, il y en a plein, mais il y a même des ateliers où il y a les deux. C'est-à-dire des soignants et des patients. Bien sûr. Ah non, non, l'éthique narrative existe depuis longtemps. Après, est-ce qu'elle est institutionnalisée, intégrée dans les cursus d'enseignement et notamment... Et ça, c'est très bon. Voilà. C'est clair que... Je voudrais aussi, parce que j'entends la voix de Rita Chaman derrière moi, je crois que la façon dont elle a conçu l'atelier, c'est aussi peut-être un peu différent d'autres ateliers qui se sont déjà passés, qui ne les invalident pas, mais peut-être qui sont moins définis parce que ce qu'elle a défini, avec, comme tu l'as fait, c'est-à-dire avec un choix d'une œuvre d'art, que ce soit le cinéma, etc., avec une partagée, une consigne, 5 minutes de réflexion pour écrire et partager. Je crois que c'est ça, c'est important quand même j'ai entendu ce débat, je commence à entendre ce débat énormément, je ne prends pas de position, mais je sais que ce dont elle parle, ce qu'on a fait, c'est quand même rigoureux, c'est dans ce sens-là. Hein. C'est pas on se réunit et on parle. C'est pas un groupe de parole, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais c'est ça. Avec ce temps qui répondent à ce qu'elle définit aussi, l'attention, la représentation et l'affiliation. C'est quand même qu'elle a défini ça dans un. D'accord. Je rejoins un peu ton élément, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que l'atelier dont on parle de parole, c'est peut-être un objectif de soin? C'est ça. Ce que j'entends là, c'est plutôt un objectif de prendre conscience de ce que l'on est en train de faire, ou de mal faire, ou d'accueillir, ou de mal accueillir. Peut-être que c'est une manière de se soigner aussi, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait. En tout cas, c'est pas le premier objectif. Vous avez raison, peut-être que c'est ça qui fait la différence, mais là, l'outil se rejoint. C'est pas le premier objectif en fait, dans le cadre de la médecine narrative. Je pense qu'il y a un travail qui est proposé dans le cadre des ateliers de médecine narrative qui va davantage porter sur les représentations véhiculées sur la maladie. En fait, on va travailler sur l'expérience de la maladie de façon commune et partagée, par le détour des arts. Et là, effectivement, ce détour par les arts, ça a été très travaillé en psychiatrie. C'est l'approche qui est très courante. En revanche, l'objectif porté par la médecine narrative, c'est que ça n'a pas une dimension de soin a priori. On sait qu'un travail d'écriture, on sait qu'un travail de lecture peut avoir des effets tout à fait bénéfiques sur un patient. Néanmoins, certaines fois, ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas là l'enjeu en fait, de la médecine narrative. L'enjeu, c'est vraiment de travailler, de s'appuyer sur la narrativité, effectivement, pour travailler sur les représentations dans une approche de groupe, hein, par un effet de reliance. Et c'est ce que tu évoquais, en fait, Jocelyne, sur l'atelier de lundi, et qui se passe, en fait, on voit un groupe qui se met au travail pour arriver à une compréhension mutuelle et commune. Non pas commune, mais il y a un processus de compréhension qui se met en place de façon collective. Et ça, c'est très intéressant parce que il y a un processus de subjectivation personnelle qui se met en place, c'est-à-dire que chaque individu va cheminer dans sa propre compréhension des choses, et en même temps, il prend en compte la capacité des autres à co-créer avec eux. Et ça, c'est essentiel. Et l'enjeu, si vous voulez, c'est d'aller vers une représentation qu'on établit, qu'on met en place ensemble, et de comprendre en fait l'importance des autres, et c'est ce que tu évoquais dans le cadre des ateliers, l'importance des autres dans la possibilité de co-créer et la place des autres, la place que les autres occupent dans ce processus.
cette possibilité de prendre en compte la perspective de l'autre. Par le biais de la littérature, donc de la lecture, par le biais de l'échange sur la littérature, ce que pensent les autres du texte, et enfin, par le biais de cette trace écrite sur les autres, ce que les autres vont aussi utiliser. C'est-à-dire que celui qui écrit découvre aussi avec le regard des autres, et bien que ce qu'il a écrit dépassait ce qu'il avait lui-même compris. Et ça, voilà. Ça, c'est essentiel parce que c'est là qu'on voit l'enjeu, en fait, d'une compréhension mutuelle, d'un travail collaboratif et en fait facile. Ça, c'est dans un groupe de soignants. Mais ça, on avance doucement, et Cynthia a raison de le dire, vers des groupes de patients. À Bordeaux, on est en train d'expérimenter des groupes mixtes qui se passent au musée, à la fois au musée des Beaux-Arts et au FAC, et on associe les soignants, les patients et les aidants. Dans le cadre de la chaire, on met en place un triple partenariat patient, aidant, soignant. Donc oui, on ouvre les ateliers à d'autres. Vous voyez, l'enjeu, c'est vraiment de réunir les différentes perspectives. Si on veut travailler, en fait, au niveau institutionnel, d'une part, il faut qu'il y ait une implantation au niveau de l'hôpital, et ça, l'exemple de la chaire de philosophie à l'hôpital, il est central. Il faut qu'il y ait une implantation des humanités en santé à l'hôpital, et pas uniquement à l'université. Ça, d'une part. Et d'autre part, eh bien, il faut réunir les différentes perspectives. Et là, d'emblée, on est sur un terrain de démocratie sociale. Oui, bonjour, Gaëlle Ledrep. Je suis philosophe de formation et chercheuse en santé publique au BPH. Merci beaucoup pour votre présentation. Et pendant que vous présentiez votre atelier, je me suis demandé, il y a forcément des soignants, y compris les médecins issus des minorités aux États-Unis, j'espère. Et comment est-ce qu'ils ont aussi participé aux ateliers et quelle était leur implication particulière, singulière, en tant qu'appartenant à d'origine ethnique, raciale différente, même s'ils étaient eux-mêmes soignants. Bon, il y en a eu, oui, et qui ont participé. Je pense que c'est un regard qu'ils avaient déjà, et je pense que c'est souvent eux, d'après. J'étais pas là, donc je dis, parce que je sais qui était là et on a une discussion avant et après, mais l'avantage, c'est d'avoir justement des participants qui ont cette expérience, c'est de la porter par rapport aux autres. Donc c'est quand même une communauté qui se connaît déjà, je veux dire, on travaille tous ensemble. On a un département on a Rita Sharon qui fait tous les mois, on fait partie, donc c'était pas quelque chose de complètement neutre. Mais je crois que l'intérêt d'avoir des gens justement qui ont cette expérience, c'est de l'apporter, de les voir. Et je ne sais pas comment ça se passe ici, mais c'est difficile. Il y a eu juste après Covid et George Floyd, dans toutes les institutions, tout le monde a dû mettre en place une forme de formation contre le racisme, le DIA. Tout le monde a fait ça. Et c'est une espèce de checklist qui était complètement nulle. Et tout le monde vous dit, ah oui, voilà, on a une formation. Alors les formations, on amène les gens dans un groupe et on dit, voilà. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu des groupes où les soignants ou même des professionnels blancs qui se sentaient attaqués. Et c'était une espèce de... Donc il y a eu un moment où les gens se sont sentis libres d'exprimer. Oui, ben moi j'ai vécu le racisme aussi. Un médecin afro-américain femme qui dit, moi chaque fois que on fait les rounds à l'hôpital, on me prend pour l'infirmière. On me prend pour l'infirmière. Je ne peux pas être médecin parce que je suis femme et noire. Et alors comment on réagit, mais quelle est la responsabilité des autres, du groupe, pour rectifier ça par rapport aux malades? Donc c'est des choses comme ça, je pense qu'ils sont arrivés où on arrivait à discuter davantage et d'une manière collégiale. Je crois que c'est aussi l'avantage il y a un respect, il y a toute une éthique de comment faire ces ateliers, il y a un respect, mais on a passé
c'est un peu, moi je pense, un peu, je n'étais pas, mais je pense que c'est passé un peu en Afrique du Sud, hein, au moment des réparations, etc. Il y a un moment où il faut, en tant que communauté, il faut réparer sans s'accuser. Et ça permet aussi donc, ça dit que c'est ça. J'avais une deuxième question, donc vous parlez beaucoup des ateliers, mais est-ce que la médecine narrative offre aussi une forme de méthodologie pour les relations duelles entre soignants et patients? Est-ce qu'on a aussi imaginé des choses comme ça? Pardon, je vous demandais de la reformuler, voyons. Est-ce que la médecine narrative, ouais, ça offre aussi des pistes de méthodologie, de prise en charge des soignants vis-à-vis du patient, mais de façon duelle, un procédé, pas juste en atelier, mais directement en face à face avec le patient. Oui, bah c'est en fait c'est le fondement en fait de la médecine narrative. En fait, c'est au niveau de la relation soignant-soigné en fait que la méthodologie a été développée. Donc l'enjeu c'est d'accompagner un changement d'attitude, de posture du soignant pour le soigner, avec des outils qui sont possibles